J'invite sur scène Stéphanie Pochettino du groupe Crédit Agricole, Laurent Arpi des Parianco, Gilda Chauveau des Vallées des Créatives, Fabrice Dantec des Nidomio et Charles Plessis des Bipart Consulting pour modérer cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous, sachant que c'est la dernière table ronde avant le cocktail déjeunatoire. Donc, je m'appelle Charles Plessis, je suis associé au sein du cabinet Bipart Consulting, donc une boutique conseil spécialisée dans l'accompagnement des acteurs de l'industrie financière, fintech ou institutionnelle. Et ce qui nous amène de manière régulière à intervenir dans le cadre de lancement de nouvelles activités ou de produits à l'intersection de l'immobilier et de la finance. Nous intervenons en Europe, en Afrique, ainsi que sur des problématiques cross-border, en combinant expertise métier et réglementaire. Mais aujourd'hui, le thème, il est effectivement d'aborder un sujet qui est un peu consubstantiel à Finance Innovation, c'est-à-dire les relations entre les grands groupes et les startups, en prenant évidemment le prisme de l'immobilier, mais aussi des acteurs financiers impliqués dans l'immobilier, puisque comme on l'a bien vu ce matin, l'immobilier n'existe pas sans argent. Ça, c'est un grand classique. En guise d'introduction, j'aurais souhaité également partager quelques éléments de réflexion. Donc, le secteur de l'immobilier, parler d'un secteur, c'est déjà un bien grand mot. Il est extrêmement vaste, complexe et en pleine mutation. Donc, c'est vraiment un terreau fertile pour l'émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles solutions. Comme le démontre le fait qu'il y a déjà 430 PropTech répertoriés par le XERFI en France pour l'année 2023. Donc, ce qui constitue, si mes calculs sont bons, d'après les chiffres de Maximilien ce matin, encore 370 PropTech qui pourraient et devraient adhérer à Finance Innovation. Donc, n'hésitez pas si vous les connaissez. Mais c'est aussi un secteur qui est profondément marqué par un contexte économique et politique assez difficile, notamment en France, auquel se rajoutent évidemment les enjeux de la transition environnementale. Et finalement, peut-être que comme sur ce secteur, à la fois les startups et les acteurs existants ou grands groupes font face à des difficultés, c'est peut-être le fait de se retrouver face à des difficultés de nature différente, mais face à des difficultés qui peut les pousser à collaborer ou coopérer. Donc ça, je pense qu'on aura largement l'occasion d'y revenir. Et donc, cette table ronde, elle va être articulée autour de 3 temps. Donc, un premier, ça va être un regard alors, sur certaines des évolutions qui agitent le secteur immobilier. Il est tellement complexe et vaste qu'on ne sera pas évidemment exhaustif. Mais néanmoins, ça vous donnera quelques bases qui permettront de comprendre dans quel cadre peuvent se déployer ces partenariats entre fintech et grands groupes. Le deuxième, ça sera plus concrètement quels sont les enjeux et opportunités qui peuvent donner naissance à ces partenariats. Et puis vraiment de manière encore plus concrète et opérationnelle, c'est des regards croisés sur les facteurs clés de succès pour que des partenariats entre grands groupes et startups puissent avoir du succès, puisque c'est quand même l'enjeu de ce type de partenariat, avec des cas concrets qui seront portés par les différents intervenants. Et donc justement, pour couvrir vraiment un ensemble je dirais, de sujets, de retours d'expérience assez variés, rien ne vaut un panel très diversifié avec des gens qui sont à la fois experts, mais aussi qui ont une expérience très forte sur leurs différents métiers ou sur leurs différentes activités. Et donc, je vais leur demander de se présenter tour à tour succinctement, en commençant par Laurane, par exemple. Allez. Donc, Laurane Arpino, je suis chef de projet prospective et innovation chez Paris Co. Donc, Paris Co, c'est une association, on est l'agence d'innovation de Paris et de la métropole du Grand Paris. Et donc, depuis 30 ans, nos métiers, c'est d'accompagner les startups. Donc, on gère un réseau d'incubateurs sur 8 secteurs, dont la fintech et la ville durable, d'où ma présence aujourd'hui. On a accompagné, du coup, depuis toutes ces années, plus de 2500 startups. Et notre autre métier, c'est le conseil en innovation pour les grands groupes privés, publics. Et donc, de ce côté-là, on a une centaine de partenaires avec qui on travaille sur les enjeux d'innovation. Et donc, notre rôle, c'est de générer ensemble des solutions plus durables, donc de fédérer cet écosystème et de générer des rencontres et des collaborations. Gildas. Oui, Charles. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis en mutation entre deux parcours actuels. En fait, j'ai la chance d'être DG de la société qui s'appelle Créatim, qui est une filiale du groupe Spirit et qui a été créée il y a 1 an et demi pour lancer un produit qui s'appelle Édifice autour de tout ce qui est accompagnement des promoteurs et des bailleurs sociaux sur la construction neuve.
Et dans ce parcours, on s'est rendu compte que pour commercialiser cette belle solution, il nous fallait faire un petit pas de côté et donc quitter nos amis de Spirit progressivement, on a eu la gentillesse de nous incuber pendant cette année et demie et de lancer Sinoia. Sinoia qui va regrouper du coup Edifice, mais aussi Capture, un produit de chasse foncière, et le HubDoc IMO, qui est une solution qui est là pour accompagner toute la gestion de documents avec de l'IA dans les métiers de l'immobilier. Fabrice, à ton tour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabrice Dantec, je suis responsable d'une plateforme qui s'appelle Nidomio. Donc Nidomio, c'est une start-up qui a été créée au sein d'Arkea Financement et Services, qui est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc c'est une start-up interne, donc un peu une particularité en effet, dont on adressera sans doute un peu le sujet tout à l'heure. Notre modèle, en fait, c'est de travailler sur la rénovation énergétique des logements individuels, maisons, appartements, dont plus du retail, dans le secteur de l'accompagnement et notamment dans la mise en relation avec des professionnels et aider les personnes à finalement à comprendre l'écosystème des aides. Donc là, on prend notre part de financement, en effet, en relais du crédit. Voilà pour moi. Et enfin, Stéphanie. Bonjour à tous, Stéphanie Pochettino. Donc, je suis responsable partenariat et projet innovation. Et en tant que membre du groupe Crédit Agricole, je vais vous donner un peu un rappel de comment le groupe Crédit Agricole intervient dans le secteur de l'immobilier. Vous l'imaginez, en tant que premier acteur bancaire français et européen, le secteur de l'immobilier, c'est évidemment un secteur clé avec 4 niveaux d'intervention. Donc, on intervient évidemment dans le financement et dans les investissements sur des projets immobiliers, à travers évidemment les prêts immobiliers, les investissements, l'asset management. On est un acteur direct de l'écosystème. Vous l'avez vu, CA Immobilier, c'est pour ceux qui étaient là avant avec Emmanuel Clerc qui a bien rappelé ce que faisait CA Immobilier, de la promotion, un réseau d'agences immobilières avec Square Habitat. On a aussi du property management avec le rachat récent de Nexity Property Management. Donc, on est très présent et on a 2 manières d'accompagner. Comme Laura, on a aussi le réseau des villages, donc les villages by CA. On est aussi le premier accélérateur de start-up en France et en Europe. Et donc, évidemment, les PropTech font partie de la cible puisque les enjeux sont extrêmement importants. Et puis, je citerai, en regard avec Fabrice, aussi Crédit Agricole a sa fabrique pour fabriquer des startups internes. Et pour ceux qui ne les ont pas encore découverts, je vous invite à aller voir Com, qui est un pendant une start-up interne créée par le Crédit Agricole pour répondre à des vrais enjeux d'expertise data, d'évaluation et de gestion des risques immobiliers. Voilà, j'étais un peu long, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Charles, à toi. Ça passera pour cette fois. Mais bon. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et donc, effectivement, comme je l'évoquais, l'idée, alors même s'il n'y a ici que des professionnels de l'immobilier, ça serait peut-être quand même de dresser un petit panorama synthétique de tendance. Alors, sachant que, donc, je l'ai appris récemment, c'est la période mars qui est le retour des événements dans le secteur. Et notamment, il y a eu le MIPIM qui s'est fini la semaine dernière. Et Gildas, si ma mémoire est bonne, tu en reviens. Et donc, du coup, Oui. Quels sont tes retours ? Oui, alors effectivement, on a beaucoup parlé et on a eu beaucoup d'infos sur la santé du marché de l'immobilier depuis ce matin. Le MIPIM, d'abord, il pleuvait beaucoup. Ensuite, du coup, ça permettait de se voir vraiment parce qu'on a eu plein d'occasions de se croiser du coup à l'intérieur des différents pavillons. Moi, j'ai un regard alors de start-upper sur le sujet, donc un peu moins technique que tout ce qui nous a été présenté ce matin, mais globalement, on voit que des structures, des boîtes qui sont prêtes pour la suite, réorganisés. Ils ont reposé des bases de réorganisation. Beaucoup de gens nous ont expliqué comment ils étaient armés pour repartir pour la suite de l'aventure. Deuxième point, point bas atteint. Enfin, tout le monde l'espère en tout cas. Et si j'ai bien écouté ce matin, c'est que ça doit être à peu près le cas. Donc voilà, donc on attend la suite. La suite, par contre, moi j'ai vu plutôt des sociétés et des personnes prudentes, extrêmement prudentes, donc plutôt raccord à tout ce qu'on a vu aussi ce matin, prudente dans la mesure où élection municipale 2026, donc difficile d'avancer sur certains projets, présidentielle 2027, je passe sur d'autres événements qui pourraient arriver entre-temps, et notre ami Donald Trump. Donc voilà, donc une
pour nous, start-up, on s'inscrit dans un temps long et on sait que voilà, il va falloir faire un peu le dos rond et être à la fois en proposition de solution, mais aussi assez résilient pour passer ce cap de l'année 2025. Justement, tu évoquais le temps long. Donc, Laurane, peut-être quelques éléments sur les grandes tendances, sur le temps long, sachant qu'effectivement, on a beaucoup parlé aspect financier ce matin, mais là, effectivement, on va rentrer un peu dans les évolutions de l'immobilier en tant que tel. Mais bien sûr, donc en effet, on était aussi présents sur le MIPIM, donc grosse semaine chargée. Et on a eu l'occasion d'amener une douzaine de startups avec nous, qui d'ailleurs certaines sont dans la salle. Et donc c'était l'occasion de rencontrer des acteurs, de pouvoir discuter de sujets et de confirmer ou non des tendances qu'on avait déjà remarquées ou en faire émerger de nouvelles, à la fois dans les discussions avec nos partenaires et à la fois dans les dossiers de candidature qu'on reçoit des startups. Donc évidemment, il y a le sujet de la performance financière, le sujet de comment on sort de cette crise. On parle beaucoup d'IA, de technologie, mais il y a aussi d'autres sujets sur forcément le bâtiment durable et responsable. Donc c'est sur ces sujets que je vais vous parler aujourd'hui. Donc il y a 3 grosses tendances qui ont été évoquées lors du MIPIM. Alors la première, c'est la low-tech. C'est un sujet duquel nous, on s'est emparé côté Paris Co il y a 3 ans et qui a été évoqué de plus en plus dans les tables rondes et dans les discussions. Pas forcément sous ces termes-là, mais la low-tech, ça englobe 1 milliard de sujets. Mais globalement, c'est se poser la question de la bonne technologie au bon endroit. Donc, bien sûr que la technologie est utile, mais quand est-ce qu'on la met et quand? Il y a le sujet de la sobriété. Donc ça, je pense qu'on en a bien parlé ce matin. Mais c'est faire avec l'existant, être sobre en énergie, en matière, en foncier. Donc, plutôt rénover que construire. Et le sujet du cycle de vie du bâtiment. Donc, penser dès la conception, mais ensuite penser son exploitation. Comment on le maintient, est-ce qu'il est simple d'usage pour les usagers et comment on pense sa réversibilité en fin de vie. Donc ça me lance sur ce deuxième sujet qui a été évoqué sur une table ronde avec Bouygues Construction et sur laquelle était présent Swiss Life qui nous reçoit aujourd'hui. C'est la transformation et la réversibilité des usages. Donc, par exemple, avec tous les bureaux vacants, comment on en fait des logements, comment on intensifie les usages, comment on peut sur différents créneaux de la journée, ouvrir les espaces à différents usagers pour éviter cette vacance et faire rentrer en fait des recettes. Et un troisième sujet, je vais être rapide, c'est la qualité de vie dans le bâtiment, donc la santé, le bien-être, le confort. Pareil, c'est un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises, notamment sur une table ronde avec Vinci. Et c'est un sujet sur lequel nous, on travaille avec des partenaires et avec Espace Ferroviaire. C'est comment on prend en compte systématiquement ces critères dans la conception d'un bâtiment et surtout comment on arrive à le valoriser financièrement pour en fait embarquer les investisseurs potentiellement. Donc on voit qu'il y a des sujets de performance économique, mais il y a aussi des performances écologiques et sociétales qui doivent être prises en compte. Et je pense que c'est un peu le sujet de plusieurs discussions qu'on a depuis ce matin, c'est comment on arrive à valoriser financièrement ces valeurs extra-financières pour réussir à embarquer tout le monde dans la machine. Alors, Laurane, tu évoquais des aspects financiers et des incitations. Fabrice, je pense que tu as une vision assez claire de la chose, ou en tout cas à travers l'activité que tu mènes. Oui, alors nous, on n'était pas au MIPIM, on est resté sous le soleil de Bretagne, donc on a eu de la chance. Par contre, moi, ce que j'ai retenu beaucoup du MIPIM, ce que j'ai lu en tous les cas, c'est vraiment une action et beaucoup d'annonces pour le neuf et qui a bien besoin. Aujourd'hui, un ménage qui veut acquérir un logement dans le neuf a beaucoup de difficultés à accéder à ces logements. Et on estime de notre côté, puisqu'on est sur la rénovation énergétique, en fait, on a beaucoup d'opportunités pour ces personnes-là à aller acquérir dans l'ancien qui est plus accessible, l'ancien à rénover et fortement aidé. Donc, on a des opportunités sur la rénovation énergétique, un marché qui est énorme. Si on veut parler d'objectifs de neutralité carbone, on doit passer à la quasi-totalité du parc en BBC, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt vers les 6% actuellement. Donc, c'est monumental comme marché, mais théoriquement. C'est-à-dire qu'on est sur un marché en pleine mutation et qui doit être accompagné. On voit, des études montrent que seuls
5% des rénovations sont perçues comme rentables par les ménages, les propriétaires, si on n'a pas d'aide ou d'incitation ou d'action contraignante pour forcer la rénovation. Donc on a parlé aussi de réglementation tout à l'heure. Nous, on est convaincus de ce besoin pour animer ce marché qui se crée. Et donc, en fait, on est dans une situation où il y a des grandes tendances qui se dégagent, qu'on voit, mais aussi des contraintes conjoncturelles de aujourd'hui, maintenant et demain. Et c'est un peu finalement la grande difficulté entre ce grand écart entre des grandes tendances très, très ambitieuses, très conséquentes, et les difficultés ou le contexte qui est le nôtre, qui peut justement faire émerger des enjeux et opportunités. Alors, Stéphanie, tu évoquais la fabrique, mais du coup, selon ton expérience, qu'est-ce qui pousse des grands groupes et notamment des acteurs bancaires à mettre en place des partenariats avec des startups, que ce soit en matière d'immobilier, de PropTech ou autre? Et dans quelle démarche s'inscrit ce type de partenariat? C'est vrai on a la chance ou je sais pas, on vit un monde en grande transition, en mutation profonde dans plein de domaines et les enjeux sociétaux, on les a cités un peu ce matin, mais on n'a pas parlé en plus de la pénurie de logement, du pouvoir d'achat en baisse, d'un accès plus difficile à la propriété, du vieillissement de la population, des nouveaux besoins et en plus évidemment des enjeux de transition énergétique et climatique. Donc tout ça fait qu'on a tellement de choses à accompagner qu'on a besoin de trouver des nouvelles manières de faire et c'est ensemble. Le mot du collectif et de l'alliance, je crois que c'est le mot d'ordre aujourd'hui et que ce soit entre grands acteurs, grands partenaires. Et on le voit, hein, CA Immobilier qui s'associe avec, qui acquiert la filiale de Nexity sur Property Management. On a bien besoin de faire des partenariats. Sur le santé et bien vieillir, nous, c'est un nouveau métier et par exemple, le groupe Crédit Agricole Assurance a fait une alliance, une acquisition avec le groupe Clarion dans le secteur des EHPAD. Donc on voit bien qu'il y a des nouveaux enjeux qu'il faut qu'on traite de manière différente. Alors soit avec des grands partenaires, je viens d'en citer, mais évidemment avec le monde agile et super innovant des PropTech, mais aussi des FinTech. Parce que, effectivement, Com, qui est une start-up interne, nous apporte des nouvelles manières de diagnostiquer, de faire des évaluations, des analyses plus fines en intégrant la technologie. Et donc, ça apporte effectivement une manière de revoir les process actuels. Donc, pour moi, c'est indispensable. Enfin, c'est un endroit où on va réinventer effectivement la manière de travailler l'immobilier. Et on l'a vu, hein, il n'y a pas que du financier. Maintenant, il faut faire de l'évaluation extra-financière. Et même tous nos reportings au niveau d'un groupe comme Crédit Agricole, ça devient un enjeu majeur que produire, enfin, dans tous les grands groupes du CAC 40, les nouveaux reportings sur ces sujets-là. Donc, il y a plein d'opportunités, du coup, pour tous les acteurs, qu'ils soient grands ou petits, je pense. Merci Stéphanie. Et du coup, donc là, effectivement, on a un peu le regard d'un grand groupe financier qui a effectivement développé ou des méthodologies ou des structures qui favorisent l'émergence de nouveaux acteurs ou de nouvelles solutions. Fabrice, toi qui es clairement dans l'opérationnel, le quotidien d'une start-up interne, finalement, est-ce que tu peux nous décrire un peu la façon dont elle s'inscrit dans le cadre des enjeux du groupe et puis quels sont un peu les enseignements que tu en tires? Donc, déjà, ça paraît naturel aujourd'hui que les acteurs de la finance, les groupes bancaires s'associent aux PropTech parce que l'immobilier est un secteur clé hein, pour un groupe bancaire. On ne fait pas une rénovation, on ne fait pas une acquisition sans passer par la case financement. Donc, on est un acteur de la chaîne de valeur. Là-dedans, sur cette chaîne de valeur, les PropTech, comment ça s'appelle, les startups au sens général, vont intervenir sur plusieurs sujets. Alors, de manière générale, pour pouvoir accélérer les choses. C'est-à-dire qu'on a beau, nous, Crédit Mutuel Arkéa est un groupe à taille plus humaine et agile, malgré tout, une startup va aller plus vite, avoir moins de barrières et progresser plus vite. On a plusieurs enjeux. Ça va être l'optimisation des processus internes, bien sûr, pour gagner en efficacité, avoir des optimisations. L'optimisation des parcours utilisateurs également, qui peuvent être un levier. Et enfin, aussi adresser des éléments de la chaîne de valeur qu'on n'adresse pas aujourd'hui. Nido.mio, il se met plus dans ce périmètre-là actuellement, où on va au-delà de notre périmètre classique du financement à crédit de la rénovation énergétique. On va intervenir sur, en amont, aider les personnes à se projeter dans le projet de rénovation énergétique, identifier les aides mobilisables, etc. Et puis en aval, pour aller trouver les professionnels avec qui travailler. Donc on voit qu'on a plusieurs capacités à intervenir.
créer une startup en interne, c'est pas la même chose que travailler avec une startup externe. Évidemment, on a des contraintes, surtout dans les phases d'amorçage, qui sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire que quand on décide de passer par le faire nous-mêmes, il faut que ce soit cohérent avec la stratégie de l'entreprise. On sait qu'il y a une valeur qui va être apportée et un intérêt à conserver cet asset dans l'entreprise plutôt qu'aller collaborer ou acheter une prestation externe. Et du coup, si on suit depuis les grands groupes jusqu'à la start-up interne, finalement, on arrive vers le start-upper finalement du panel. Et encore, est-ce que tu es, Gildas, un vrai start-upper? Tu as un peu connu les deux côtés de la barrière finalement. Oui, c'est vrai, Charles. En fait, moi, j'ai eu la chance de créer un lab avant d'être. J'ai fait le parcours un peu bizarrement, c'est-à-dire que j'ai commencé par incuber des gens, puis après, je me suis fait incuber, puis après, je suis sorti de l'incubateur. Dans le parcours initial, en fait, de lab, qu'est-ce qui était très chouette? C'était dans le groupe Action Logement. On incubait vraiment des startups liées à l'immobilier et à notre métier de bailleur social au sens large. Et le truc passionnant quand on incubait nos 5 startups tous les ans par promotion, en dehors du gîte et le couvert qui trouvaient sympathique, c'était vraiment qu'ils arrivaient avec une vraie capacité à tester, à mettre en force des usages. Ils ont souvent des très bonnes idées, des très belles solutions, mais il faut les confronter à la réalité de ce qui se passe dans un groupe plus gros. Et voilà, donc l'interaction entre la mise en force de vrais cas d'usage pour chaque startup, c'était ça notre obsession, pour qu'ils ressortent à la fois grandis d'un point de vue hébergement, financement, conseil, etc., mais surtout que leurs outils aient été testés, éprouvés et que ça ait été l'occasion d'avoir un vrai retour sur leur façon de penser. Et souvent, il y avait beaucoup d'ajustements dans cette phase-là, donc c'était très sympa. Et pour l'incubateur, les collègues en interne, évidemment, avoir cette chance d'être confronté à des startups, alors des gens plus jeunes ou plus ou moins jeunes, parce qu'il y avait des gens qui avaient des cheveux gris, des cheveux blancs, qui étaient start-upers aussi dans l'aventure. Une vraie façon de se reposer des questions par rapport à des méthodes ancestrales apprises depuis des années. Et dans ces métiers de l'immobilier, immobilier, parfois, c'est vrai, on peut se poser la question. C'était vraiment très, très performant d'avoir On va rester au montage, au celle-là. au sein de la structure. Voilà, donc vraie chance, pour moi, vraie chance quand on est start-up de pouvoir être incubé et de pouvoir être accueilli par un grand groupe et confronté à des pratiques d'un grand groupe. Parce qu'il faut savoir respecter aussi les usages des grands groupes, il faut savoir comprendre les méthodes, il faut savoir comprendre la façon dont ils sont organisés. Et c'est passionnant et cette rencontre est très intéressante. Et Laurent, toi, en ce qui te concerne, comme tu l'as dit, toi, tu fais office de tiers de confiance. Et finalement, tu vas avoir un regard qui est plus extérieur, en tout cas aux problématiques des groupes, des startups et de la relation. Quel va être ton regard par rapport à ces enjeux et opportunités? Alors, on se rend compte qu'en fait, la collaboration startup-grand groupe, elle n'a pas les mêmes intérêts, évidemment, pour l'un et pour l'autre. Donc, généralement, pour les grands groupes, Fabrice, il en parlait, mais ça va être le besoin d'améliorer l'expérience client, l'expérience utilisateur. Ça va être le besoin de, pas se redorer l'image, mais en tout cas d'avoir une image moderne et innovante. Et en troisième lieu, de mettre en place un POC, donc prendre moins de risques que si on développait la solution directement. Côté startup, on va pas se mentir, le nerf de la guerre, c'est de générer du chiffre d'affaires. Donc, c'est la première raison qui est énoncée par les startups quand on leur demande l'intérêt d'une collaboration. Et les deuxième et troisième points sont aussi liés au chiffre d'affaires, c'est-à-dire avoir des références clients qui donnent confiance aux prochains prospects. Et troisième point, c'est d'avoir... j'ai oublié. Une forme de visibilité peut-être? Une forme de visibilité, exactement. Mais pareil, pour gagner en réputation et donner confiance aux prochains prospects. Donc, tout tourne autour du fait de générer du chiffre d'affaires. Après, que les intérêts ne soient pas les mêmes, c'est pas vraiment un problème. En soi, c'est compatible, puisque le grand groupe a besoin de la start-up a besoin du grand groupe. Le grand groupe, il va amener les moyens, la réputation, l'expertise, quand la start-up va emmener l'agilité. Donc, en fait, il n'y a pas de problème à ce qu'ils aient des intérêts différents. Le but, c'est un peu comme le disait Gildas, c'est que chacun soit habitué ou en tout cas acculturé au fonctionnement de l'autre.
Donc la start-up, on va la prévenir que les délais de décision et de mise en place seront un petit peu plus longs. Et par contre, on va demander au grand groupe, on va lui dire attention, en face, vous avez une start-up, essayez d'alléger un peu les process, parce que si vous mettez 2 ans à signer, potentiellement, elle n'existera plus. Donc, c'est ça, un peu notre métier en termes de tiers de confiance, c'est d'allier un peu ces deux mondes et de les faire collaborer. Donc, il y a plein de points d'attention à avoir, donc, que ce soit dans la PropTech ou dans les autres secteurs qu'on accompagne. L'idée de la collaboration, c'est très bien. Ce qui compte, c'est surtout comment on la met en place. Effectivement, comme toujours, c'est l'exécution qui prime versus l'idée. Et la difficulté de faire cohabiter des acteurs de nature très différente, qu'ils soient totalement étrangers ou éventuellement membres d'un même groupe, reste un exercice alors, plus artisanal qu'industriel, même si, et on va justement y revenir, Laura, il y a des méthodes qui existent, des bonnes pratiques, et c'est vraiment tout l'enjeu de donner à travers des cas concrets, soit que toi que tu as connu, soit que Fabrice et Gildas incarnent, soit que Stéphanie connaît via les activités du Crédit Agricole, illustrer ces bonnes pratiques à travers des exemples. Mais peut-être un petit peu sur la méthodo d'abord. Ouais, sur la méthodo, pas de souci. Donc, on va dire que, alors selon moi, une collaboration startup grand groupe, on peut la résumer en 5 grandes étapes. Donc, la première, c'est de détecter le besoin auprès du grand groupe. Donc, nous, chez Paris Co, ça prend plusieurs formes. Ça peut prendre d'autres formes chez vous. Ça va être un premier point avec les équipes. Donc, ça peut être directement un rendez-vous. Ça peut être des ateliers d'intelligence collective pour essayer de faire émerger des besoins directement des équipes opérationnelles. Ça peut être des notes de tendance. Nous, en tant qu'équipe de prospective, on va venir regarder ce qui se fait dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, voir ce qui marche pas, pour vous aiguiller sur les startups à sourcer. Ensuite, la deuxième étape, c'est de cadrer le projet. Donc, on va regarder le budget, le calendrier que vous avez. On va déterminer une équipe qui sera en charge de ce projet et de porter les sujets en interne. On va cadrer, en fait. Déterminer des KPI pour attester à la fin de la réussite ou non du projet. Ensuite, la troisième étape, c'est le sourcing et la sélection de la ou des startups que vous voulez expérimenter. Donc ça aussi, ça prend plusieurs formes. Ça peut être des petits déjeuners networking, ça peut être des sessions de pitch, des sessions de reverse pitch. Donc, chez nous, c'est l'inverse. En fait, c'est le grand groupe qui vient présenter ses enjeux et c'est les startups qui voient comment elles peuvent y répondre. On comprend mieux la notion d'acculturation quand même. Ouais. Donc là, par exemple, on a un bel exemple, on accompagne Merci Raymond qui fait de la végétalisation. Et lors d'un reverse pitch chez un asset manager, ils se sont rencontrés. Et depuis, Merci Raymond a végétalisé tout leur bureau. Donc voilà, un bel exemple de collaboration. Ça peut être sur le sourcing, du sourcing. Donc on va aller chercher dans notre écosystème et en dehors des solutions qui pourraient répondre aux besoins. Donc là aussi, une belle histoire qui est assez récente d'ailleurs, puisqu'on en a eu connaissance au MIPIM, mais on accompagne Sésame qui fait des casiers connectés. Donc à la fois pour recevoir des colis, pour faire du partage de biens entre voisins et pour recevoir les produits des commerçants de proximité. Et là, ils ont été recontactés suite à un sourcing qu'on a fait pour un de nos partenaires qui ouvrait un hôtel d'entreprise. Et donc, ils sont en train de mettre en place leur casier dans cet hôtel d'entreprise. Et dernier format qu'on peut utiliser pour le sourcing de start-up, c'est l'appel à innovation. Donc là, on va publier un peu sur tous les réseaux, tous les canaux de communication possibles, les besoins du grand groupe. C'est ce qu'on fait avec la RATP, notamment sur notre événement annuel, où en fait la RATP annonce ses besoins d'innovation, les startups candidates, et ça se conclut par une journée de rencontres avec les différentes directions. C'est environ 70 rendez-vous à la journée. Et donc, généralement, ça débouche sur des échanges et des mises en place de collaboration. Une fois qu'on a présélectionné, il faut déployer, expérimenter en tout cas. Donc, chez nous, ça se traduit par une équipe dédiée à l'expérimentation. C'est un programme qu'on opère historiquement avec la ville de Paris et qui est maintenant étendu sur d'autres communes de la métropole. Et donc là, notre rôle, c'est de déployer. Donc, on va chercher un terrain, on va lever les freins parce qu'en fait, ce qu'on a prévu sur le papier, c'est très rarement ce qui se passe quand on essaye de déployer.
Donc il y a des freins techniques, il y a des freins, les usagers ne sont pas forcément convaincus, il y a des freins réglementaires. Dans le cas des communes, il y a des freins politiques. Donc notre rôle, c'est un peu d'aller voir tous les acteurs et de lever ces freins. Et ensuite, on aide à l'évaluation puisque c'est aussi le but des KPI qu'on a fixés au début, c'est de voir si oui ou non la collaboration est intéressante et si on la poursuit. Et donc là, on va aller sur le terrain, observer, interroger les utilisateurs, faire des questionnaires, bref, avoir toutes les données possibles pour pouvoir analyser cette collaboration en test. Et donc la 5e étape, c'est le go, no go. Est-ce qu'on continue ou non? Et voilà. Et donc on est là, nous, pour accompagner toutes ces étapes parce qu'en fait, il y a plein de points à prendre en compte. Et il y a plein de moments où potentiellement, en fait, si on n'y fait pas attention, ça peut ralentir ou en tout cas mettre en danger la collaboration. Donc voilà, plein de choses, plein d'étapes. Et en fait, ce qu'on en retient aussi, c'est que finalement, c'est quand même extrêmement complexe, d'autant plus qu'il n'y a pas que le grand groupe et la start-up qui sont impliqués, mais aussi des acteurs tiers, hein, tu l'évoquais, communes ou autres acteurs. Et finalement, l'avantage d'une approche un peu structurée, c'est qu'elle va permettre aussi d'économiser beaucoup de temps et d'argent en facilitant le match et l'adéquation entre les acteurs. Ce qui est un peu le nerf de la guerre pour éviter et les déceptions et les investissements à fond perdu. Ça, c'est une approche, hein, c'est celle effectivement que vous expérimentez. Stéphanie, je pense qu'au Crédit Agricole, vous avez effectivement vous aussi votre démarche. Oui. Alors juste, effectivement, rappeler ce que fait Loran est fondamental, hein. Il y a 6% des collaborations entre grands groupes et startups seulement qui réussissent, si on se rappelle des chiffres. Donc, se mobiliser via des incubateurs, donc Paris & Co. Mais je vois ici, il y a un représentant du village Baïsé à Paris, Nicolas Viguelet, qui fait ce genre de choses aussi et qui essaye de porter cet écosystème, puisque vous le savez tous, on est une French Tech Nation. Mais c'est pas un truc, on n'a pas craqué le sujet encore des collaborations et grands groupes startups réussis. C'est le baromètre que publie notamment le Village Baïsé à Paris depuis 2017 avec différents acteurs qui montrent qu'il y a encore beaucoup de freins à lever. Alors comment on fait pour lever ces freins? Donc l'action indispensable des incubateurs, il y a les fabriques. Avec la création de start-up internes, et c'est ce qu'on a aussi avec la fabrique, le Startup Studio, avec à son actif plus de 10 start-up créées, dont Com, dont je vous invite à voir son intervention en début d'après-midi. Il me semble avoir entendu ça quelque part, non? Et qui a un stand également. Et puis, il y a une 3e méthode, et moi, c'est celle que je porte, et je suis très heureuse, et j'ai l'honneur de porter un collectif de 100 personnes derrière moi, puisque j'anime avec mes collègues la communauté innovation côté des filiales du groupe Crédit Agricole, et ils se sont tous confrontés au cours de ces 10 dernières années qu'ils n'y arrivent pas. Ils veulent faire des POC et puis ils sont confrontés à l'une des 5 étapes que je valide, puisque à des problématiques. Donc on s'est emparé du sujet et on a proposé donc une méthodologie, une petite boîte à outils qui demande aux collaborateurs, chefs de projet, et avec un accompagnement de référents bientôt, j'espère qu'ils vont devenir officiels, les référents start-up. D'ailleurs, c'est une voix qui est portée aussi par l'Observatoire du médiateur des entreprises. Médiateur entreprise, vous avez compris ce que c'est. C'est aussi faire quand il y a des problématiques entre grands groupes ou start-up. Et de dire qu'il y a une compétence particulière d'accompagnement que porte Loran, mais aussi les collaborateurs des villages, les start-up managers des villages Baïsé à Paris, mais en région aussi et à l'international. Et donc, nous, en interne, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait pour les collaborateurs en interne qui veulent travailler avec des startups pour nos besoins métiers? Il leur faut cette boîte à outils, cette acculturation. Il faut mettre en mouvement les achats, la conformité, tous les acteurs pour qu'on aille plus vite. Parce que l'idée, c'est de ne pas tuer la startup parce qu'elle a 2 mois de trésorerie. C'est payer tout de suite l'époque, c'est se définir des bonnes pratiques. Et au niveau de la place, il y a un vrai mouvement porté par l'Observatoire du médiateur des entreprises qui va sortir son 2e rapport pour mettre en mouvement les achats, pour mettre en mouvement tout le monde. Et je choisis la French Tech aussi partenaire de cette initiative. Et nous, donc, j'ai l'ambition, avec l'aide de tous les acteurs que j'ai cités, la fabrique, les villages, les métiers, de diffuser cette boîte à outils avec ces 5 étapes, de mettre en mouvement et de simplifier, un choc de simplification de nos process, et pour que les startups aussi connaissent nos process, parce que nous-mêmes, on ne les connaît pas. Il faut 17 mois pour avoir le pack réglementaire bancaire. Quand vous voulez travailler avec une start-up, avec une banque aujourd'hui, il faut 17 mois.
Parce que maintenant, il y a l'IA Act, vous mettez un peu de blockchain, vous rajoutez Mika, vous rajoutez du partage de données. Il y a FIDA, on se bat pour que ça... Voilà, il y a tout ça. Et même nous, on est paumés dans les grands groupes. Hein. Pour avoir tous ces éléments-là, on a 7 design authority à passer depuis le cloud, depuis la cybersécurité. Bon, je ne vais pas tout citer. Donc aujourd'hui, on a besoin d'aider nos collaborateurs en interne à vouloir innover et à travailler avec des startups, avec toutes les compétences et toutes les bonnes volontés qui se mettent en mouvement. Donc, ce n'est pas que des acteurs spécialisés, c'est tout le monde. Et cette connaissance, elle va se diffuser à travers des boîtes à outils, notamment, mais plein d'autres choses, des expériences. Et j'invite tout au niveau des enjeux sociétaux qu'il y a derrière. Les startups, c'est aussi apprendre à travailler avec d'autres. Et la stratégie d'alliance, ça fait développer cette expertise partenariale, on l'a vu, qui est indispensable. Voilà, donc moi, c'est ce que je pense et je ne suis pas le seul à penser puisque des gens comme des acteurs du CAC 40, on porte les mêmes initiatives. Je citerai EDF, qui est aussi dans l'énergie. Ils ont développé leur boîte à outils et leur manière d'acculturer les collaborateurs à l'importance de l'expertise partenariale, que ce soit qui s'applique finalement entre grands groupes, mais aussi avec des plus petits acteurs. Parce que finalement, c'est arriver à faire parler de gens qui parlent un langage différent, un langage commun. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, mais je pense que c'est vraiment une vraie mutation qu'on doit tous ensemble amorcer. Pas du tout, parce que en fait, je pense que c'est un bon lancement pour nos 2 start-upers, effectivement, qui, eux, finalement, gèrent ces difficultés ou ces complexités plutôt au quotidien, à des niveaux différents, avec des contraintes différentes. Et ça sera très intéressant de vous entendre les uns et les autres partager finalement votre quotidien, ce qui est compliqué, quels sont éventuellement les tips qui vous ont permis d'avancer, éventuellement ce qui est de l'ordre de l'arbitrage, un peu au quotidien entre ce cadre-là, la volonté d'avancer et puis les objectifs qu'il faut atteindre. Donc oui, c'est clair qu'il y a un vrai sujet de culture pour moi, et la culture, c'est ce qui est le plus dur à changer. Donc, c'est pas juste mettre en place un process, etc. Et donc, ça demande à changer ça. Pour moi, le plus grand écart qu'on peut avoir, c'est que dans le prisme de la grande entreprise, la plupart des gens n'étaient pas là à la création déjà. Donc, il y a plein de fonctions séparées qui ont leur objectif qui n'est pas celui du business. C'est des fonctions de support, on l'a dit, la conformité, etc. Et leur job est essentiel. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. La startup, elle est focus sur le développement de son chiffre d'affaires et puis n'hésite pas potentiellement au début surtout à casser des barrières, respect de la RGPD, oui, mais ce qu'on en a compris, etc. Donc il y a vraiment cette différence de culture entre les deux et une vision produit qui n'est pas alignée à une vision produit qui est installée dans un grand groupe et à des temps très courts côté startup. Vision produit aussi qui n'est pas du tout la même. Un groupe, généralement, son produit, ce n'est pas la tech. La tech sert à vendre son produit, alors que dans la startup, son produit est technologique, voire c'est la tech le produit. Et ça, c'est différent. Ça veut dire que, on en discutait tout à l'heure avec quelqu'un au café, la plupart du temps, les startups elles échangent avec la DSI et pas les métiers quand ils interagissent. On fait des projets informatiques et on n'intègre pas finalement réellement la fonctionnalité métier. Et donc, il y a un vrai sujet de culture de se dire que le POC, l'expérimentation doit être faite au niveau de développement business. C'est quoi l'avantage en termes de ROI pour le client, etc. Et ça, c'est un vrai besoin. Alors, il y a des façons de faire, en effet, pour éviter de passer ces problématiques de conformité qui sont très longues. C'est déjà de préparer l'ouverture de son SI. Moi, je l'ai déjà fait avec quand j'étais de l'autre côté de la barrière dans le groupe, où en fait, on a des services ouverts. Chez Arkea Financement et Services, on a des API ouvertes, cadrées juridiquement, qui sont utilisables sans en faire un projet informatique. Et là, je peux utiliser rapidement et tester avec des partenaires. Alors, pas tout. Le fait d'être une start-up interne, j'accède à des choses qui ne sont pas encore ouvertes plus facilement. Donc ça, c'est les avantages. Mais il y a aussi des inconvénients. Pour l'anecdote, je savais comment traiter une réclamation client avant d'avoir ouvert le service. Donc, on a une notion de priorité qui n'est pas tout à fait la même. Et c'est catastrophique si cette culture n'est pas préparée, en effet. Le dernier mot pour moi et facteur clé de succès essentiel, c'est avoir un sponsor très fort dans l'entreprise. Dans un grand groupe, les équipes sont disséminées, chacune avec leurs priorités. Donc, on va avoir affaire en tant que start-up à X équipes qui ont chacune leur calendrier. Et donc, on ne peut pas faire avancer si tout le monde n'est pas aligné sur la priorité. La start-up, elle est toute seule, elle a sa petite équipe en face, ou moins grosse en fonction de son histoire. Mais ça, c'est essentiel. Un sponsor très important dans le grand groupe.
Oui, alors je rejoins totalement ce que tu dis, sponsor, totalement vital, nous on a vu, hein, même dans un groupe qui est de taille, qui n'est pas de la taille évidemment du Crédit Agricole, comme un groupe de promotion comme Spirit, de 250 collaborateurs, donc c'est des tailles, déjà grosses pour une start-up, mais relativement, non comparables avec des acteurs beaucoup plus gros qu'on vient de citer. On voit que, sur un groupe comme ceci qui a plusieurs métiers, déjà, on a des tendances et des demandes et des attentes qui sont assez différentes. Donc c'est vrai qu'on a un seul outil. On a dit la direction générale a dit: «Mais moi, je veux un seul outil, tout le monde même process, tout ça impeccable». Mais en fait, quand on se confronte à Spirit Hospitality, bah, moi, je fais de l'immobilier géré, donc c'est un peu différent. Moi, je fais du grand projet, donc c'est pas tout à fait pareil. Moi, je fais du rési, donc je fais comme ça. Moi, je fais du tertiaire, donc je fais comme ci. Évidemment, on est obligé de passer par cette phase d'adaptation du produit et je rejoins tout à fait ce que tu as dit là-dessus et heureusement qu'il y a une forme de souplesse, sinon ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça qui est passionnant donc sponsor fort, oui, indispensable, sinon on n'y arrive pas. Produit adaptable, essentiel, vital. Pour aller un peu plus loin sur cette idée, j'ai l'impression aussi, de ce que j'ai entendu au MIPIM et Digital Habitat où j'étais hier et puis, de ce qu'on voit un peu, j'ai l'impression aussi que les grands groupes attendent un petit peu du fait que les startups qui ont des métiers connexes ou des métiers qui s'interagissent, se parlent un peu plus et voire se regroupent un peu plus. Voilà, nous on a été, assez challengés dans notre parcours, pour aller chercher des camarades de jeu sur la chasse foncière par exemple. L'édifice évidemment c'est le cœur du truc, mais il y a un truc avant. Ah oui, vous l'avez pas? Voilà et il y a un truc après, oui, on l'a pas encore. Heu donc voilà, donc pour comprendre que j'ai l'impression aussi que la responsabilité des startups aujourd'hui, c'est de proposer une démarche, cohérente d'interopérabilité. On parle beaucoup de oui, est-ce qu'on peut s'apaiser? Est-ce qu'on peut se mettre avec, les SI des grands groupes? Mais déjà entre nous, quand on a un parcours cohérent, quand on a un service qui se répond ou qui se complète, moi je vois beaucoup de DG qui demandent à ce qu'on se challenge un peu pour être, beaucoup plus facile à interopérer, en tout cas beaucoup plus rapide, au moins au rendez-vous de cet enjeu parce que, finalement le métier attend un service global et il attend pas une foultitude de petits services de start-up qu'il additionne pour aller au bout de son projet. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a un enjeu et Finance Innovation est un bon lieu, je pense, pour échanger, pour en parler, pour se regrouper et pour essayer de faire en sorte que nos offres de services se répondent et se complètent. Peut-être un petit mot de conclusion chacun? Ouais, alors moi, ce que je pense, c'est que pour révolutionner l'immobilier de demain, puisque c'était le titre de comment dire, de la table ronde, la stratégie d'alliance et de partenariat, c'est une compétence clé qui doit être mise en œuvre tant au sein des grands groupes, entre startups et entre, comme tu venais de le dire, entre grands groupes et cocktails de startups regroupés, accompagnés par des super accélérateurs, des fabriques internes et c'est comme ça qu'on y arrivera. Bah, moi, je vais reprendre les 6% de succès ou 94% d'échecs, comme on le veut. Je vais reprendre ça, c'est pas grave, hein. En fait, c'est la culture se fera par l'apprentissage et donc ça veut dire qu'il faut faire des échecs pour apprendre. Alors oui, c'est sûr pour les startups qui sont là, qui vont mourir. Le grand groupe, généralement, il arrive à bien s'en sortir. Mais malgré tout, pour le groupe, c'est très important. Ça veut dire que les équipes apprennent justement des équipes plus agiles, des enjeux, etc. Donc oui, c'est continuer à échouer. Moi, pour conclure, je vais dire que, ben, on l'a vu, une collaboration, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et du coup, parfois, ça passe, ce côté innovation passe après d'autres priorités business. Si vous avez personne en interne pour, se prendre en main ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, par des gens qui peuvent vous aider à acculturer vos équipes, à présélectionner les startups, à faire cette évaluation et à vous aider en fait à vous libérer du temps. N'hésitez pas aussi à sacraliser un peu des moments dans l'année. On a pas mal de partenaires qui font ça. Une journée, une demi-journée de rencontres. Dans vos agendas, normalement, ça prend moins de temps et ça permet d'engager tout le monde sur ces sujets d'innovation. Et puis, ben, juste un petit mot pour la fin, s'il y a des startups dans l'audience. L'appel à candidature pour rejoindre l'incubateur est ouvert jusqu'au 10 avril. Message bien reçu. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, mais nous, on est ravis de continuer à apprendre avec vous toutes et tous.
à la fois camarades, start-upers et puis grands groupes qui sont tous présents. Et d'ailleurs, je vais filer au lancement de TerraFinder, un très beau produit de chasse foncière pour ubériser la chasse foncière lancé par Spirit ce midi en parallèle. Et je vous invite à télécharger cette belle application qui est une belle appli pour pouvoir remonter des opportunités terrain, sujet que je trouve passionnant et qui est assez joli avec cette petite appli disruptive. C'est peut-être 3 mots vraiment, juste à retenir. C'est fail fast, ne pas avoir peur de l'échec. Et ça, c'est un vrai sujet pour les grands groupes, parce que ça implique aussi des impacts pour les personnes. Donc un sponsor fort qui lui-même n'a pas peur de l'échec, c'est-à-dire qu'il est en capacité de l'assumer. Et ensuite, faire écosystème. Et effectivement, il faut être fort ensemble pour pouvoir y arriver. Ça y est. Merci à tous. Merci Charles.